Ok, alors bonjour à tous. J'espère que la pause des mes déjeuners a été bonne pour tout le monde. Cette session, j'aimerais bien faire un focus, enfin, en tout cas, cette session est faite pour faire un focus sur les options de stockage et de data processing que l'on peut avoir sur Google Cloud. Il y en a plusieurs et il faut arriver à les connaître. Alors pour ma part, je suis Guillaume Blaquière, je suis Google Developer Expert sur le cloud et je suis aussi Data Architect chez Accenture. Alors, avant de parler de data processing et data storage, une question, pourquoi les datas sont importantes? En fait, dans tout ce qu'on fait, que ce soit de l'IT ou pas de l'IT, par exemple, prenons une situation où vous avez un ballon de foot et vous voulez taper dans ce ballon de foot. Vous devez évaluer la distance de ce ballon, la vitesse de ce ballon, évaluer votre propre vitesse à vous, vos capacités à vous pour arriver à taper dans un ballon, c'est pas toujours évident. Donc voilà, vous devez toujours traiter de la donnée et c'est pour ça que la donnée est importante. Quand vous faites des choses sur le cloud, c'est la même chose. Vous créez des VM, vous créez des cluster Kubernetes, vous créez des cloud run, vous créez. Mais pourquoi faire? Pour traiter de la data, parce que vous avez de la data en entrée et vous voulez faire de la data en sortie. Voilà, c'est le principe, c'est de traiter de la donnée. Tout ce que vous faites, c'est traiter de la donnée. Et donc, pour la traiter, enfin, en tout cas, avant même de la traiter, il faut savoir comment est-ce qu'on la stocke. Et sur Google Cloud, il y a plein d'options. Il y en a 10 et chacune est mieux adaptée à certains use cases. Alors, si on commence par la première option qui existe, on va avoir la base de données à mémoire. Donc, c'est vraiment c'est à mémoire, donc c'est basé sur Redis ou Memcache, donc c'est des systèmes managés par Google. Et comme ça, mémoire, c'est extrêmement rapide. Donc c'est l'accès par clé-valeur. Et c'est rapide, on est en dessous de la milliseconde pour accéder à la donnée. Donc c'est très bien pour faire du cache, pour avoir des données qui sont vraiment volatiles. On a besoin de partager. Donc typiquement, des sessions utilisateurs. Quand on n'a pas de session typiquement sur des serveurs et qu'on a un site web et que l'on veut récupérer la session utilisateur à chaque fois, bah, typiquement c'est intéressant d'avoir ce système de cache. Quand on a des états de jeu, notamment les jeux en ligne, que l'on veut partager, quand on a un accès à moins d'une milliseconde à la donnée, c'est vraiment plus pratique et mieux pour l'expérience des joueurs. Voilà. En tout cas, c'est fait vraiment pour cette expérience-là, pour avoir des besoins d'accès très rapide à des données. Par contre, cette base de données est trop extensible. Je crois qu'on est limité à 10 Tera. Et 10 Tera de mémoire, ça fait très cher. Donc voilà, base de données vraiment pour du cache. Des gros volumes, peut-être poussez-vous la question différemment. Est-ce que vous en avez vraiment besoin d'avoir du cache à mémoire, de mémoire aussi chaude pour des gros volumes, parce que votre portefeuille va commencer à avoir mal. Le type suivant de base de données sont des bases de données relationnelles. Qu'est-ce que c'est que des bases de données relationnelles? Simplement, c'est créer des relations entre des objets. Le cas typique, c'est j'ai des utilisateurs et les deux créent une connexion entre le produit, la commande, et donc on a une relation qui se crée entre ces objets-là. Un des fondamentaux de ces bases de données relationnelles, c'est la partie atomicité. C'est-à-dire que lorsqu'on crée quelque chose, lorsqu'on crée une relation, une transaction dans cette table, elle est atomique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir, je sais pas moi, un utilisateur et une commande mais sans produit, ou une commande et des produits mais pas d'utilisateur. Ce qu'on veut vraiment, c'est sur la base. Donc pour ces situations-là relationnelles, c'est Cloud SQL. Donc c'est aussi un produit donc vous créez une instance. Alors une instance, c'est des produits plutôt, on va dire, legacy, qui sont bien connus dans tout ce qui est site web, e-commerce, tous les frameworks web que l'on utilise. On va avoir du MySQL, du PostgreSQL ou du Microsoft SQL Server. Donc ce sont les trois types de bases de données managées. Alors qu'est-ce que j'entends par manager? D'ailleurs, c'est la même chose pour Redis ou même KHD. C'est de se dire,
à jour. Sauf que quand vous mettez à jour un MySQL ou un PostgreSQL ou un SQL CMS Server, vous avez quand même un downtime. Donc, environ 30 secondes où la base de données doit être éteinte et redémarrer pour prendre en compte les nouveaux pages de sécurité et les mises à jour. Donc, malgré tout, vous avez une certaine, un petit temps où votre base de données, de temps en temps, elle est down pour ces mises à jour. Mais surtout, on va dire le facteur le plus limitant pour Cloud SQL, on va dire qu'il y en a deux. Le premier, c'est la réplication. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cloud SQL, vous pouvez uniquement écrire sur un serveur, sur le serveur principal. Vous pouvez avoir des réplicas en lecture. Par contre, en écriture, vous avez juste un serveur principal sur lequel vous pouvez écrire. Le problème de ce design-là, enfin, en tout cas ce design legacy de ces moteurs de base de données, c'est que si vous avez un business qui est global, par exemple en Australie, vous pouvez avoir des réplicas locaux en Australie. Alors les réplicas en Australie seront asynchrones, mais bon, ça c'est juste un détail. Mais veut dire la fraction de données sera de quelques secondes par rapport au serveur principal qui lui par exemple est en Europe. Par contre, lorsque vous êtes en Australie, vous allez pouvoir écrire une donnée sur le serveur. À ce moment-là, la requête va partir d'Australie, va traverser la moitié du globe, arriver sur votre base de données en Europe, faire la transaction et repartir dans l'autre sens. Donc en termes d'expérience utilisateur, on prend 300-500 millisecondes de... C'est assez lent et c'est pas terrible. Après, en termes de réplication, comme je disais, on peut avoir donc sur une même région, on peut avoir de la haute disponibilité. Donc ça c'est bien. Par contre, on peut aussi avoir des réplicas en lecture dans d'autres régions vont être asynchrones. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez dans la région principale, il va y avoir un petit fichier qui va être asynchrone à la région de réplication et ensuite il va être mis à jour dans la base de données. Donc il va y avoir un petit peu de latence entre les deux. Ah oui, alors ce que j'ai pas dit dans la partie de manager, c'est que manager, donc en effet, vous avez rien à installer, rien à mettre à jour, rien à patcher. Et en plus, tout ce qui est snapshot, haute disponibilité, tout ça, c'est aussi pris en charge par Google. Et donc, vous n'avez rien à faire pour faire des backups de base de données. Tout est fait de manière native par le produit. Donc, j'ai parlé d'une problématique, c'était la réplication qui était juste sur une région. En tout cas, le serveur maître ne peut être que dans une région. Le deuxième problème, c'est que comme il y a un seul serveur principal, si vous avez beaucoup d'utilisateurs qui écrivent en même temps, vous allez faire grossir ce serveur. Et au bout d'un moment, vous n'allez plus arriver à faire un scale out, c'est-à-dire vous êtes au max de CPU, max de mémoire, et puis vous ne pouvez pas faire plus. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs serveurs en parallèle. Vous avez un seul gros serveur, un serveur principal pour écrire. Donc c'est justement pour répondre à ces problématiques-là que Cloud Spanner existe. Alors il existe publiquement depuis mais récemment sur Google Cloud, ça fait 3-4 ans qu'il existe. Depuis plus longtemps chez Google, mais c'était uniquement un produit interne. Mais Cloud Spanner, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une base de données relationnelle qui fonctionne avec du SQL de la même manière. D'ailleurs, depuis une semaine, on peut utiliser le PostgreSQL, donc les livres PostgreSQL pour s'interfacer avec du Spanner. Donc c'est encore plus transparent pour vous. Mais par contre, avec Cloud Spanner, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une horizontale. On peut créer plusieurs nœuds, plusieurs instances, ça s'appelle des nodes, donc plusieurs nœuds en parallèle. Et vous avez donc plusieurs serveurs maîtres dans lesquels vous pouvez écrire dans le globe. Et donc c'est Cloud Spanner qui ça pour réconcilier les données et s'assurer que les transactions soient atomiques. Et donc ça demande d'avoir une faible latence, quel que soit votre endroit dans le monde. Donc, avec en Europe et en Australie, vous des deux côtés de la planète, et donc vous avez des bonnes latences des deux côtés. Si vous avez une forte activité, vous allez pouvoir ajouter des nodes, et donc on va avoir cette scalabilité horizontale, c'est plus limité par un seul serveur principal qui vous fait un goulot d'étranglement. Et surtout, le fait d'avoir plusieurs serveurs principaux, plusieurs nodes, en fait, ça permet à ce que les mises à jour soient transparentes. Et en fait, vous n'avez pas de downtime
quand il y a des mises à jour de spanners pour vous, et je crois qu'il y a des SLA avec 5.9, donc ce qui... Mais forcément, pourquoi c'est fait? Spanner, c'est fait pour tout ce qui va être données dont vous avez besoin globalement, donc finalement des données, peut-être de vos métadatas de users, en tout cas les données de vos users, par exemple votre profil Google, vous le mettez à jour à un endroit du globe, il met à jour partout dans le globe au même moment, parce que... Alors attendez, il y a juste mon casque qui me parle, parce que j'ai dit Google trop souvent. Hop, voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est accessible un peu partout dans le monde. Donc voilà, donc pour des données donc, de user ou pour des données, ça peut être intéressant quand vous avez par exemple des PayPal, vous avez une création globale, c'est beaucoup mieux. On va quitter le monde SQL, on va passer dans le monde. Donc, typiquement, dans le monde NoSQL, il y a deux produits. On va avoir FileStore d'un côté et FileStore ou Datastore, c'est un petit peu les deux mêmes. FileStore, on va dire, c'est l'évolution de Datastore, mais bon, c'est pas forcément le plus. C'est pas la révolution non plus. Les deux produits sont très proches. Et de l'autre, on va avoir du Bigtable. Alors, si on commence sur le premier, on va avoir Firestore qui est donc du serverless. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas d'instance à créer, rien à provisionner, vous n'avez pas de node à payer, rien. C'est du serverless. Vous payez à l'usage, vous payez le stockage dans votre base de données, et ensuite vous payez à la requête. La requête de lecture, la requête d'écriture. Si vous n'écrivez pas, en fait, vous payez rien. Vous payez que le stockage, mais pas le processing en plus. Alors, FileStore est très bien pour stocker des données non structurées, donc évidemment c'est du JSON, avoir des données, comment s'appelle ça, hiérarchiques, donc pour avoir des documents qui dépendent d'autres documents, donc pour avoir des sauvegardes de jeu, pour avoir des profils utilisateurs, c'est très bien, mais il ne faut surtout pas comparer FileStore ou Datastore avec d'autres comme MongoDB. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas à voir? C'est surtout la puissance du moteur de recherche. Avec FileStore ou Datastore, vous pouvez faire que... Donc, c'est entre les valeurs. Vous pouvez pas faire de requête d'agrégation. Et donc, toutes ces choses-là, il faut les oublier avec FileStore ou Datastore. Donc, avant de sélectionner ce produit, soyez bien sûr de tout ce que vous voulez faire avec FileStore ou Datastore. Faites un POC de toutes vos requêtes avant de vous lancer sur ce produit. Sinon, choisissez des alternatives avec MongoDB ou Elasticsearch qui sont aussi très bien, mais qui seront qui n'auront pas les mêmes limitations. Alors, FileStore, vous pouvez scaler de manière automatique. En tout cas, c'est serverless, donc ça scale si vous le souhaitez, que ne font pas toutes les solutions, mais en tout cas, des contraintes sur la partie requêtage de la base de données. À côté de ça, on a Bigtable. Donc Bigtable se base donc sur sur HBase. En fait, c'est le même stockage que HBase. Et on va dire que c'est de la clé valeur aussi. Vous avez une clé et vous avez plein de colonnes à côté. Alors le plein colonne, en fait, ça veut dire que chaque champ de votre JSON, ce sera une colonne. Et donc si vous avez plusieurs JSON différents, des colonnes vont être ajoutées. Certaines seront vides et d'autres ne seront pas vides. La force du format de Bigtable, en tout cas de HBase, c'est que les colonnes vides prennent 0 place en stockage. Le format n'est pas structuré, c'est pas grave. Ce qui n'est pas stocké ne prend pas de place et donc ce n'est pas grave. Donc c'est pas étonnant d'avoir une clé et puis d'avoir 1 million de colonnes ou 2 millions de colonnes à côté. C'est des choses qui sont assez fréquentes. Pourquoi c'est fait Bigtable? C'est fait surtout pour du high throughput, quand on fait par exemple de l'IoT et qu'on a plein de devices qui envoient des données, des time series, et on veut les stocker. Et donc là, justement, on va pouvoir le faire avec Bigtable parce que c'est fait pour du high throughput en lecture et en écriture. Pareil, si on va avoir des données, par exemple, comme des données de bourse, du stock exchange,
là aussi, on a beaucoup de transactions à l'achat ou à la vente. Et il y a beaucoup de données à la seconde. Et donc, pour ça, on peut le stocker dans Bigtable. On peut avoir plusieurs millions de données que l'on stocke dans Bigtable. Alors, il faut même provisionner des c'est pas gratuit, mais si on veut augmenter la capacité, on augmente, on ajoute un node. Avec un node, on ajoute 10 en plus. Et comme ça, on scale autant que l'on veut. Alors, Bigtable, il faut bien accès clé-valeur, mais on peut faire une requête par le préfixe de la clé. Ça veut dire que si vous construisez bien votre clé, je ne sais pas moi, avec le nom de l'usine, et le timestamp, c'est assez facile de retrouver l'usine, le robot, et vous listez toutes les time series, toutes les time series que vous avez sur ce robot et cette usine. Les filtres préfixes de clé. Donc, si vous construisez intelligemment cette clé, c'est beaucoup plus simple au requêtage. Donc ça, c'était pour l'autre monde est presque le plus important sur Google Cloud. En tout cas, c'est une des parties très importantes, c'est BigQuery. Alors, BigQuery, je ferai un petit focus juste un peu plus tard dans la pierre angulaire et des terabytes, des pétabytes, voire même des exabytes, et de faire de l'analytique. Ce n'est pas du temps réel, ce n'est pas du low latency database, c'est quand même donc, vous pouvez le requêter comme Cloud SQL, mais d'usage. Comme c'est fait pour de l'analytique, pour traiter, vous avez déjà c'est du serverless. Donc, si vous n'utilisez pas BigQuery, vous payez que le stockage, mais pas le processing. Et par contre, le processing, vous allez lancer votre requête. Donc, pour lancer cette requête, il faut CPU et de la mémoire, ce qui s'appelle des slots dans BigQuery. Donc, vous les provisionnez et ensuite vous lancez votre requête. Et donc, ce temps de provisioning prend entre 500 millisecondes et 1 seconde. Et donc, ça veut dire que si vous faites des sites web avec du BigQuery comme base de données, à chaque fois que vous avez besoin d'une donnée, vous faites si la donnée que vous récupérez, c'est très court, c'est quelques kilos que vous avez besoin de requêter, il faut quand même que BigQuery commence à préchauffer, à provisionner tous ces slots avant de lancer la requête. À chaque clic. Et donc, c'est assez embêtant quand on est utilisateur. Tandis que Cloud SQL, c'est du MySQL, et donc vous avez quelques millisecondes, 10 millisecondes, 20 millisecondes. En fait, une requête assez simple. En 20 millisecondes, vous avez votre résultat, et donc, pour l'expérience utilisateur, c'est beaucoup mieux. Donc, même si les deux produits, c'est du SQL, les deux produits, ils ont des tables. Vous pouvez de la donner rapidement et simplement, mais c'est quand même pas le même type d'usage que vous pouvez faire. Dernier monde dans le stockage des données, c'est le monde fichier. Donc là, il y a une famille. On va parler aussi de blob. Donc, ce sont des binaires que vous mettez sur votre cloud storage. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier. C'est ce que vous une image, une vidéo. Vous mettez un fichier. Cloud storage, c'est aussi un produit très important. Pourquoi? Parce que souvent, ça va être votre pivot entre le monde externe et le monde Google Cloud. Vous avez des données on-prem ou n'importe quoi, vous prenez les données, vous les mettez d'abord sur Cloud Storage, et ensuite, vous allez les intégrer, vous allez les processer, vous allez les ingérer. On va voir ça juste après, pour les stocker dans BigQuery, dans Cloud SQL, où vous voulez. Donc, c'est vraiment le monde. Donc, le monde storage. Block storage, ça ne plaît pas à tout le monde. C'est les fichiers tels que vous les connaissez sur vos PC, sur les VM classiques. Et donc, vous avez deux types de blocs storage. Vous avez les persistence disques, qui sont des disques persistants que vous pouvez brancher sur des VM. Vous avez la VM, CPU et memory, et vous branchez un disque en plus pour booter sur votre VM. Particularité du persistant disque, c'est que ce n'est pas un disque qui est local au CPU et à la mémoire. C'est un disque réseau, donc qui est stocké ailleurs. Donc, le branchement est logique entre le CPU et la mémoire et le stockage. Ce qui permet aussi de dire que lorsque la VM elle s'arrête, on continue à garder le stockage à côté, et quand la VM elle redémarre, vous avez toujours votre disque et vous
branché à votre VM. Vous n'avez pas perdu les comme ce que vous avez sur votre PC. Aujourd'hui, vous éteignez le PC, et ben, le disque est encore là. Vous pouvez stocker tout ce que vous voulez sur une VM. Donc c'est vraiment un stockage assez classique. Par contre, comme c'est un disque qui est réseau, vous avez des temps de latence qui ne sont pas optimaux parce que forcément, vous avez du réseau entre votre CPU et votre stockage. Vous avez du réseau au milieu, donc même si le réseau est très rapide, ce n'est pas aussi rapide que si c'était collé l'un à l'autre, comme si le disque était local. C'est pour ça que le local SSD permet d'aller encore plus vite et de dire j'ai le CPU, la mémoire et j'ai le disque qui est vraiment sur le même rack dans le serveur. C'est super rapide, donc c'est vraiment fait pour du high performance computing avec des débits de lecture et d'écriture qui sont extrêmement élevés. Mais par contre, comme vous avez le disque qui est collé qui est dans le même rack que le CPU et la mémoire que vous utilisez, quand vous éteignez votre machine et que vous la rallumez, vous n'allez pas la rallumer exactement sur le même rack que précédemment. Vous la rallumez sur un autre rack quelque part dans le data center de Google Cloud. Et donc, comme vous n'avez pas le même rack et pas le même disque, forcément, les données que vous allez avoir, vous n'allez pas récupérer vos données. Vous allez perdre vos données entre un arrêt et une relance d'une machine. Ce qui fait que le stockage, on peut le voir comme un super disque temporaire qui va très vite, mais malgré tout, vous allez perdre vos données lorsque vous arrêtez la machine et vous la redémarrez ensuite. Donc, gardez bien ça en tête. Sur les local SSD, c'est vraiment que pour du processing transitoire. Et ensuite, quand vous avez la machine, tout est perdu. Dernier type de stockage de fichiers, c'est file store. Le stockage de fichiers réseau, mais ce qui va le différencier, c'est que les persistance disque, vous allez pouvoir lire avec plus sur le même persistance disque. Par contre, le droit d'écrire sur le persistance avec pouvoir lire depuis VM, mais aussi écrire de l'espace de stockage, donc forcément efficace pour tout ce qui est computing, pour avoir un cluster de machines qui compute les mêmes choses de stockage, mais très utilisé par exemple avec GKE, avec Kubernetes. Vous créez de un file store qui vous permet d'écrire. Donc là, on a de stockage différents et au début, difficile on fait et se comprend. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, j'avais trouvé ce decision chart dans la doc de Google Cloud. Alors aujourd'hui, il n'y est plus. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je le trouve pas trop mal. Alors certes, il n'est pas complet, puis il y a des fois des subtilités, des fois oui, des fois non, peut-être. Mais quand on commence, on ne sait pas trop où aller. Ça permet d'éviter et d'écarter les grosses erreurs que l'on pourrait faire au début. Donc voilà, vous avez différentes solutions. Vous verrez, il y a du Data Store ou du Cloud File Store for Firebase. Bon, voilà, c'est du File Store maintenant parce que les produits Firebase sont intégrés dans Google. Voilà, moi je trouve que ce Decision Chart est pas mal. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. En tout cas, je partagerai mes slides sur Twitter aujourd'hui. Vous verrez, il n'y a pas de problème aussi. Voilà, ça peut toujours vous aider pour démarrer, en tout cas pour éviter les grosses bêtises en début de projet. Donc ça, c'est super. Donc on a la donnée, on sait où la stocker. Donc là, c'est ce qu'on vient de voir. Donc quand on fait du data engineering, stocker la donnée, c'est une partie du pipeline. Mais malgré tout, la donnée, elle n'arrive pas comme par hasard ici. Il faut la faire arriver. Et typiquement, c'est ce qu'on va appeler toute la phase de processing, toute la phase d'ingestion de données. On va devoir prendre cette donnée, la traiter, la transformer et ensuite la mettre dans un espace de stockage. Pour ça, on a deux grands produits, deux grandes familles. On va avoir Cloud Dataflow et Cloud Dataproc. Je vais juste faire un focus après sur ces produits. Je vais juste parler de Cloud Dataflow de chacun des deux produits. En fait, Cloud Data Prep, c'est simplement un produit du UI qui vous permet de construire graphiquement votre pipeline. Ça s'appelle aussi une recette dans le monde de Data Prep. Donc, vous construisez votre recette de transformation de vos données
ça va lancer un job Dataflow pour transformer vos données. Et Data Fusion, c'est la même chose, mais c'est pour Dataproc. Donc c'est la même chose, c'est pas, ouais, c'est basé sur autre chose, c'est basé sur CDAP. Mais en tout cas, vous créez votre pipeline sur du data. Et ces données, d'où est-ce qu'elles initialement? En fait, il y a plusieurs sources de données. Vous pouvez l'avoir depuis Cloud IoT Core, quand c'est des devices IoT qui communiquent avec vous. Ça peut être du PubSub, Clusterage, qui est souvent le point le plus facile de faire rentrer de la donnée dans Google Cloud. Mais ça peut être aussi des sources externes de données, des API. Donc ça, c'était pour la chaîne en amont. Et puis ensuite, quand vous avez votre donnée dans le cloud, c'est super, vous avez réussi à l'ingérer, à l'acquérir. Qu'est-ce que vous en faites? En fait, vous l'utilisez. Donc, quand on fait de la data engineering, la data science, on va souvent visualiser la donnée avec du Data Studio, Looker, des outils externes comme Tableau ou Power BI. Notamment pour faire de la data exploration, si vous voulez, pour comprendre vraiment votre donnée. En fait, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez, par exemple, entraîner un modèle de machine learning sur votre donnée. Voilà, vous pouvez aussi servir pour le présenter dans un site web ou ce que vous voulez. En tout cas, vous allez l'utiliser. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est comment est-ce qu'on la processe, cette donnée, surtout en amont, dans la partie ingestion. Et comme j'ai dit, il y a deux produits qui sont utilisés, en tout cas qui sont en standard, qui sont utilisés pour faire cette transformation. En tout premier, on a Dataflow, qui se base sur le framework Apache Beam. Donc, qu'est-ce que c'est Apache Beam? C'est un modèle de programmation qui enchaîne des boîtes, des étapes de transformation. Et la force de Beam, c'est de dire, je peux faire la même transformation, que ce soit en entrée un fichier, donc en mode batch, ou un flux de données continu. Donc, typiquement avec PubSub, qui est un tuyau, une source de données continue. Avec PubSub, on peut faire un stream et en fait avoir un data flow qui va processer, qui va transformer les données de la même manière que si c'était un batch, mais cette fois-ci, c'est en temps réel. Donc, on peut faire du temps réel et du batch avec la même logique de transformation avec Dataflow. Une autre force de Dataflow, c'est ce qu'on appelle le liquid sharding, c'est sa capacité à dispatcher la charge de travail sur tous les workers, sur tous les nodes du cluster qui sont créés. Alors, ça va être géré automatiquement, ça scale up et ça scale down en fonction de la charge de travail. Et surtout, vous n'avez rien à faire. Hein. Vous allez voir des VM qui se créent de manière automatique dans votre projet. Vous allez avoir 1, 2, 10 qui vont se créer. Puis à la fin du Dataflow, va tout être supprimé. Donc, c'est Google qui va s'occuper d'utiliser les derniers OS, les dernières versions, le dernier patching à chaque fois. Bref, vous ne faites rien. Vous définissez le pipeline, vous le lancez, et ça scale up et ça scale down. Donc ça, c'est pour le monde Dataflow, avec Apache Beam. Et il y a un autre monde qui existe, que je connais beaucoup moins, parce que j'ai jamais eu la chance de l'utiliser dans ma carrière professionnelle, qui est Dataproc. Dataproc, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va tourner autour de l'écosystème Hadoop. Donc on va créer des clusters Hadoop, un ou plusieurs. Ils vont être éphémères, vous allez créer un cluster pour une journée, pour 1 heure, pas de problème, vous pouvez avoir 1, 2, 10 en parallèle. Et vous allez pouvoir utiliser tout ce qui est populaire sur le monde Hadoop, avec du Spark, du MapReduce, du Spark LM, du Spark ML, du PySpark, ou faire du ML sur les données que vous avez sur ces produits-là. Alors, je doute, mais voilà, c'est une autre façon de transformer les. Alors, quelque chose que j'ai oublié de dire en amont qui est très important, c'est que oui, en effet, vous pouvez aussi transformer une VM, vous mettez vos données et vous les mais transformer beaucoup de données. Alors, peut-être quelques terras, mais pas plus. Quand on parle on parle vraiment de dur terrain péta à traiter. Forcément, sur une VM, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il faut parler de cluster de VM. Et quand on parle de data flow, on va avoir un cluster de VM qui se crée de manière automatique. Avec Dataproc, c'est la même chose, avec un cluster de VM aussi. Avec Dataflow, donc Apache Beam sur le cluster GKE, donc un cluster de machines aussi, et ça va marcher de la même manière. Peut-être pas aussi optimisé, mais en tout cas, le principe est exactement le même.
on a toujours besoin d'un cluster de machines pour traiter de la big data. Une seule machine en elle-même ne suffit pas parce que c'est la big data en soi. Donc ça, c'était pour traiter la donnée. Mais presque, j'ai envie de dire que ça, c'était à joueur dans la partie, un new player, qui est Bitcoin et spécial, vraiment intéressant et assez monstrueuse et prend beaucoup de place sur Google Cloud. Google Cloud. Et je vais juste vous parler de quelques principales fonctionnalités de BigQuery. Parce que, bon, ok, c'est un data warehouse qui permet d'avoir des pétabytes, voire des hexabytes de données. Et son avantage, c'est que vous payez uniquement le volume de données que vous scannez. Donc, c'est du paiement à l'usage, hein, donc c'est du serverless. Donc, c'est bon, vous payez que quand vous l'utilisez. Et par contre, c'est mais c'est de recueillir plusieurs pétas de données, en quelques secondes, vous avez un résultat. Et donc, comme vous payez 5 $ le Tera, ça va déjà arriver de voir une facture à la fin de la journée qui dépassait les 30 000 $. Donc, il y a de quoi s'en prémunir. On peut mettre des quotas par utilisateur, par projet, pour éviter que des data scientists qui ont pas en tête le pricing modèle de BigQuery se fassent avoir. Voilà, donc il ne faut pas en avoir peur. Par contre, il faut en avoir conscience que ça peut arriver. C'est surtout parce que quand je parle de data scanner, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si vous faites une requête select étoile from votre table, et vous mettez un limite 1 pour avoir une ligne, ce que vous allez payer, c'est pas la ligne qui va être retournée, c'est la table que vous scannez entièrement pour retourner cette ligne. Donc c'est le volume de la table qui est scanné, et donc c'est ça que vous payez, et pas le retour que vous avez juste la ligne. Bien sûr, pour optimiser ça, vous allez pouvoir faire du partitioning ou du clustering pour réduire le volume de données que vous scannez, notamment quand vous avez des tables de données d'historique ou de timestamp qui datent, enfin de time series qui datent de plusieurs années. Vous voulez juste le dernier jour, pas besoin de scanner toutes les derniers jours, une partition au jour, c'est très bien, vous limitez aussi des fonctionnalités d'archivage, de backup, de snapshot. Bref, tout ce qui va bien dans une base de données, des choses un peu spéciales qu'on va retrouver dans Spanner comme le time traveling aussi. Et vous avez des données, enfin des fonctionnalités avancées comme la possibilité de réserver des slots. Alors qu'est-ce que c'est réserver des slots? C'est qu'au lieu de payer au volume de données que vous scannez, vous réservez directement vos slots, donc votre CPU et votre mémoire, avec un flat rate, donc vous payez le même prix comme si vous avez une VM qui était. Donc vous payez sur ça. Par contre, sur vos machines, donc pas en fonction du volume, vous payez uniquement les work. Déjà, donc ça, je vais juste en parler après. Je vais faire du ML. Alors, BigQuery, c'est super fort, parce que dans BigQuery, vous pouvez stocker, par exemple, des time series. Et avec ce qu'on appelle BQML, donc BigQuery ML, vous pouvez dire à une seule requête, entraîne-moi un modèle pour prédire la prochaine valeur par rapport à cette time series. Donc, vous lancez cette requête, ça entraîne un modèle. Et après, vous pouvez dire, prédis-moi la prochaine ce modèle. Et pareil, avec une requête, la peine d'être data scientist. Est-ce que avec BigQuery, pas besoin d'être développeur. Avec Dataflow SQL, pour définir un pipeline Dataflow, normalement, il faut écrire en Java, en Python. Maintenant, le Go commence à arriver. Il faut comprendre le langage de programmation de Apache Beam, qui n'est pas très simple au début, avec des principes qui sont assez abstraits au démarrage. Donc, c'est pas très facile. SQL, vous écrivez une requête SQL avec une syntaxe très proche du SQL, c'est juste la partie, le from, donc l'ingestion de la donnée. Vos transformations sont exactement les mêmes. Vous pouvez faire des jointures avec BigQuery, enfin bon, c'est assez puissant. Et donc, sans développer, sans programmer votre pipeline Dataflow, vous lancez directement depuis
Donc voilà, c'est le genre de feature qui existe. Et surtout, la vraie force de BigQuery, c'est le point que j'ai laissé en rouge, là, qui est au milieu, qui est la séparation du stockage et du traitement. Donc si on fait un focus sur cette partie-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un côté, on stocke les données, mémoire, et c'est juste du network, les deux. On peut imaginer que l'on a, donc on a nos slots, mais on ne veut pas utiliser le stockage interne de BigQuery. On dit, moi, mes données ne sont pas dans BigQuery, elles sont ailleurs. Donc, la storage, elles sont dans Spark, je sais pas moi, sur Google Sheets. Elles sont ailleurs. Et est-ce qu'on peut lancer une requête là-dessus? Ou inversement, BigQuery, parce que pour ingérer les données, c'est super simple. Mais par contre, je ne veux pas les traiter avec du SQL parce que j'ai besoin de faire des appels à des API externes. J'ai besoin de sauvegarder les données, pas dans BigQuery, mais de les sauvegarder par exemple dans Bigtable, de les sauvegarder dans CloudSQL. Et ça, on ne peut pas le faire avec une requête BigQuery. Et je vais les traiter avec autre chose. Par exemple, avec du Dataflow ou avec du Dataproc. Et c'est là où BigQuery entre en jeu. Et la nouvelle façon d'opérer avec BigQuery, c'est de faire ce genre de choses-là. Soit d'un côté, utiliser ce qu'on appelle les federated queries, donc la fédération de requêtes, ou depuis BigQuery, on va pouvoir requêter des fichiers qui sont dans Google Storage en format Parquet, en format ORC, en format CSV, en format JSON, requêter des données qui sont dans CloudSQL, dans Spanner, dans Google Sheets, dans Bigtable, voilà. Typiquement, dans Google Sheets, c'est intéressant parce que dans l'ancienne société où j'étais, on avait une base client qui était mise à jour par les commerciaux et c'était mis à jour dans Google Sheets. Et en fin de mois, la question peut se poser, on a des devices IoT qui ont communiqué, qui sont stockés dans BigQuery. Comment est-ce qu'on fait pour facturer le nombre de devices qui a communiqué dans le mois pour un client? Et bien, grâce à cette notion de query federated, on peut faire une requête dans BigQuery en disant je prends mes données des compteurs qui ont communiqué dans le mois, je prends dans Google Sheets ma base de clients, je fais une jointure entre les deux et j'ai ce que doit payer chaque client à la fin du mois. Donc ça, c'est assez magique. À l'opposé, on a donc une nouvelle API qui existe avec BigQuery. Donc on a la Write API, enfin en tout cas la Storage API, on a la Read API et la Write API, et dans laquelle en fait on peut dire on a des données qui sont dans BigQuery, mais je vais lire ces données et je vais les exploiter, pas dans BigQuery, mais je vais les traiter avec Dataflow, avec Dataproc, pour faire les transformations et faire les appels et les syncs, donc les chargements de données que je veux dans des systèmes autres que BigQuery. Je parlais tout à l'heure de Bigtable ou CloudSQL. Et donc ça, c'est la nouvelle façon de faire avec BigQuery. On change un petit peu la donne avec ce que l'on connaissait avant. Est-ce qu'on fait un data lake? Est-ce qu'on fait un data warehouse? Quelles sont la façon de processer les données avec un data lake? Toutes ces frontières commencent à s'estomper, à s'effondrer. Et forcément, la question qui va venir, c'est ben alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la meilleure façon de faire? Est-ce que c'est BigQuery la réponse à tout? Puisqu'en fait, c'est un système qui est au milieu. Et en fait, évidemment, vous en doutez, la réponse, ça dépend. Puisque on ne peut pas avoir un seul pattern qui répond à tous les cas d'usage. Mais par contre, quand vous regardez votre facture cloud, alors je dis bien facture cloud, c'est pas que Google Cloud, hein, AWS, sur Azure, ce que vous voulez, le coût du traitement est environ 10 fois supérieur au coût du stockage. Derrière, chercher à optimiser mon stockage, à choisir le meilleur stockage ou le meilleur format de stockage pour optimiser le processing ensuite, pour le processing soit le plus efficace, soit le plus court, soit le moins coûteux en nombre de CPU ou en quantité qui coûte le moins cher. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut avoir en tête de plutôt se concentrer sur le format de mes données de stockage pour l'usage de la donnée que l'on va en faire. Et même mais des fois, il y a des cas où on a besoin de dupliquer de la donnée. Ça peut par exemple arriver quand vous avez une application, vous avez un jeu sur mobile qui est très populaire avec plein de données. Et forcément, qu'en fait, un jeu mobile,
vous utilisez Firestore parce que c'est très bien intégré à Firebase, et donc c'est parfait. Par contre, Store ne fait pas d'agrégation de données. Donc, pour arriver à faire de l'analytics sur vos joueurs de votre application, mais ça ne va pas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez exporter vos données Store, d'importer des Store directement dans BigQuery, avoir la donnée pour l'application mobile dans Firestore, et d'avoir cette même donnée dans BigQuery. Mais avec BigQuery, vous allez pouvoir faire de l'analytics, même faire du BigQuery ML, ou en tout cas avoir des moteurs de recommandation qui vont vous permettre de réinjecter cette donnée ensuite dans votre appli mobile pour convertir plus de ventes, ou en tout cas pour avoir une application qui soit plus intéressante pour vos utilisateurs et vos joueurs. La duplicité n'est pas un problème, sachant que la donnée coûte 10 fois moins de processing. Dupliquer la donnée n'est pas un problème en soi. Et donc, c'est pour ça, concentrez-vous vraiment sur la donnée, sur ce que vous voulez en faire, parce que c'est ça qui est important. Et après, que ce soit du GKE, du Hadoop, du Dataproc ou du Dataflow, presque c'est un détail, ça viendra de soi-même si vous utilisez les bons arguments pour savoir ce que vous voulez faire de votre... présentation. J'espère que vous avez appris des choses sur le cloud. Des questions maintenant, je serai très heureux de vous répondre plus tard. Il n'y a pas de problème. Et donc, échanger maintenant ou échanger plus tard. Je vais envoyer mes slides sur Twitter aussi. Donc voilà, si vous voulez les récupérer dans la journée.